vous êtes sur Tandem TV et j'ai le plaisir d'être avec Hervé Ganad. Hervé Ganad, bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Bienvenue sur Tandem TV. Vous êtes spécialiste en géopolitique et en sciences politiques, auteur de plusieurs ouvrages, dont un manuel de géopolitique et un ouvrage sur la politique extérieure de l'Iran. Et j'ai souhaité vous inviter ce soir pour échanger avec vous et comprendre les bouleversements de ces derniers jours concernant la Syrie, qui pourraient avoir de grandes conséquences sur le Moyen-Orient et sur Israël en particulier. Je rappelle aux auditeurs que cet entretien est enregistré. Nous sommes le lundi, pardon, oui, nous sommes le lundi 9 décembre. La situation pouvant changer très vite, les informations que vous allez nous délivrer sont valables à ce jour et inviter également les téléspectateurs à s'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos émissions. Alors tout d'abord, première question, Hervé Ganad, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ce régime qui était au pouvoir depuis près de 50 ans a pu tomber aussi vite? J'ai pas envie de dire c'est très simple, mais j'ai envie de dire le régime était quand même sous perfusion russe et sous perfusion iranienne. C'était un régime aux abois. Le PIB avait été divisé par deux à peu près. Il y avait d'énormes problèmes d'approvisionnement. Il y avait beaucoup d'énormément de pauvreté, de chômage. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au nord, il y avait des révoltes on disait les rebelles d'un côté et puis les islamistes radicaux de l'autre. Et puis, ça, c'est la deuxième chose, c'est-à-dire que c'était un pays fractionné. Il y avait la Syrie utile et puis il y avait l'ensemble du territoire qui était sous attaque et sous rébellion. Rébellion rebelle laïque d'un côté, un peu le nationalisme de Michel Aflaq, et puis c'est-à-dire le parti basse, mais le parti basse laïque. Et puis il y avait aussi les islamistes radicaux qui étaient en de nombreuses composantes, dont HTC, c'est nouveau, mais il y avait Al-Nostra. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'il y avait euh, la pression du Hezbollah qui intervenait souvent et qui permettait à la Syrie, au régime de Bachar el-Assad, de pouvoir lutter contre ces rebelles. Et puis, le Hezbollah a fait la bêtise et l'erreur, je pense, d'attaquer Israël ou de vouloir soutenir le Hamas. Je pense qu'il y avait une volonté iranienne d'endiguement d'Israël. Au fond, Israël était endigué par le Hamas, par le Hezbollah, par les Houthis. Donc il y avait une politique iranienne d'encercler Israël. Israël, avec sa puissance de feu, non seulement est intervenu euh, à Gaza, mais aussi est intervenu au Hezbollah. Et le Hezbollah a été réduit, alors on ne sait pas si c'est 70 ou 80%, donc ça a considérablement affaibli. Et donc, les rebelles ont profité de cette situation pour attaquer le régime de Bachar el-Assad, qui était extraordinairement affaibli. Il n'avait plus sa roue de secours hezbollienne, si je peux me permettre ainsi. Et On a donc, l'impression que c'est un château de cartes qui est tombé. oui, oui, Certains pensaient que ça prendrait des semaines, peut-être quelques mois. C'est arrivé à une vitesse incroyable. ça vous rappelle quoi, Jérôme? L'Afghanistan. Oui. Parce que le terrain était prêt. Les gens étaient prêts, les gens en avaient marre, passez-moi l'expression, de ce régime autoritaire, violent, clanique, et ils avaient l'espérance du printemps arabe. Donc, il ne faut pas oublier que derrière, il y a de l'idéologie de liberté, même si au fond, ceux qui pilotent cette idéologie, enfin, cette révolte, c'est l'idéologie de l'islam radical. Ça, c'est la clé Alors, d'entrée, hein. vous parlez de liberté. Il y a quelques minutes est sortie une information comme quoi il y aurait 300 000 prisonniers dans les prisons syriennes, dont une grande partie va être libérée. Mais vous l'avez évoqué dans votre première réponse, et peut-être qu'il faut rentrer un peu dans le détail pour comprendre les particularités de la Syrie, qui est ce pays de près de 20 millions d'habitants, mais qui est composé d'une multitude, en fait, de communautés. Il y a beaucoup de communautés. Il y a une forte communauté sunnite. Il y a les Alaouites qui sont chiites, 15% de la population. Vous avez des Kurdes et vous avez de la population chrétienne. Ça, c'est la composante religieuse. Vous avez aussi une composante politique. Vous avez le parti basse, c'est-à-dire au fond le parti basse laïque créé par Michel Aflaq en 48, qui a donné à le parti en Irak, et puis vous avez le parti de Bachar el-Assad. Donc vous avez sur le plan politique, et puis vous avez des composantes anti-laïques et anti-basses, qui sont des composantes religieuses, issues d'Al-Qaïda, issues de Daesh, enfin il y a un peu de tout là-dedans, et qui sont
une forme de révolte et de combat contre l'État de Bachar et l'État qui se veut laïque à travers des rebelles, soutenu d'ailleurs à l'époque, je crois que c'était par François Hollande. Donc vous avez au fond une multitude, une kyrielle de, de communautés religieuses et une kyrielle de partis politiques. Et la guerre s'est faite sur, au fond, une sorte de réunion des contraires religieux et des contraires politiques pour abattre le régime parce qu'il Parce que laissait le, le pays dans un état lamentable et même l'armée était lamentable. Donc, de toute façon, ça ne pouvait que, comme vous avez dit, un château de cartes, ça ne pouvait que tomber. Parce que là, du coup, on se retrouve avec ces groupes armés. Alors, certains considérés comme terroristes, d'autres pas forcément comme terroristes. Certains sont soutenus par la Turquie, d'autres soutenus par les Américains. Il y a de l'islamisme radical, mais pas que. C'est assez compliqué ce qui va se passer dans les semaines qui viennent pour mettre en place un pouvoir, essayer de trouver de la stabilité et avec quelle garantie de protection pour les différentes communautés. Ben, là, vous posez le problème de fond, Jérôme. Et personnellement, je ne crois pas vraiment à ce côté démocrate, etc. Euh, HTC, Al-Joulani, qui travaillait à Idlib, qui a rompu avec Al-Nosra, qui a créé HTC, Donc, est un volonté. ancien de Daesh, un ancien d'Al-Qaïda qui a créé une nouvelle branche, donc qui est dans C'est un un. islam, c'est un islam radical, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est Il ça. ne faut pas croire que c'est. D'ailleurs, quand vous regardez les images des gens qui arrivent dans la ville, vous ne trouvez pas que ça ressemble bougrement à Daesh qui arrive dans une ville ou aux talibans. Il y a toujours cette notion de puissance sur un char, la barbe, le turban, la kalachnikov. Il n'y a pas une femme, entre parenthèses. Quand elles sont interviewées, elles ont le turban, elles ont la burqa presque. C'est étonnamment la même chose, c'est une photocopie. Donc, quand vous dites qu'il y a une. C'est assez dramatique. Je pense que il ne faut pas se leurrer, le responsable de HTC a subi à Idlib les foudres des islamistes radicaux, des oulémas, qui ont dit hors de question de faire de la liberté religieuse, de donner la liberté aux femmes. Donc de toute façon, c'est mon point de vue, c'est que ça ne durera pas longtemps. Rapidement, on va tourner en guerre civile et rapidement, c'est les islamistes radicaux qui vont prendre le dessus. Je pense que c'est un scénario à l'Afghanistan qui va arriver. Et ça, Est-ce que c'est vous. dramatique pour le pays et pour la région. Alors, d'autant plus, alors j'allais vous dire que ce qui est très surprenant, c'est que alors qu'en France, certains s'inquiètent de mouvements migratoires qui pourraient amener des Syriens, la plupart des images qu'on voit, c'est plutôt des Syriens qui font la queue pour rentrer en Syrie. On se dit, ils se réjouissent extrêmement vite sans savoir où ils mettent les pieds. C'est les idiots utiles. Et ce qui est 10 fois plus, ils pensent qu'ils vont avoir un régime de liberté. Mais je pense qu'en fin de compte, le verre est dans le fruit. Et je ne veux pas faire le prophète parce que ça serait extrêmement prétentieux de ma part, Jérôme. Mais je pense que à terme, ce sont les islamistes radicaux les plus durs du régime, les plus durs dans l'armée, les plus durs au combat, les plus durs dans l'idéologie, qui vont gagner. Pourquoi? Parce que les gens qui veulent la liberté, la démocratie, ils ne savent pas ce que c'est. Ça fait 70 ans, mais même avant, qu'il n'a jamais existé la démocratie en Syrie. Donc de toute façon, ils ne peuvent pas s'imaginer ce que c'est. C'est un long processus, cette démocratie. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le comprendre. Surtout que dans le Moyen-Orient, c'est assez clanique. C'est clanique en Arabie Saoudite, c'est clanique en Algérie, c'était clanique en Tunisie, c'est clanique en Syrie, ça va revenir clanique à travers un régime, mais de toute façon, il y a très peu de chances que ça soit une vraie démocratie à l'occidentale, je dirais même une démocratie à l'israélienne. Alors Impossible. justement, parlant d'Israël, quelles sont pour vous les conséquences à court terme pour Israël des bouleversements qui sont en cours? Ben moi, je dis, j'ai envie de dire bravo Israël et pauvre Israël. Bravo Israël parce qu'il a vaincu le Hamas, c'est-à-dire en fin de compte, et le Hezbollah, c'est-à-dire, on dit les proxys, moi j'ai envie de dire les provinces iraniennes, parce que l'Iran voulait mettre une sorte d'empire chiite à la fatimide égyptienne à travers des provinces qu'il commençait à conquérir. Il a essayé de conquérir l'Irak, 60% de chiites. Au Hezbollah, il a conquis le Liban, c'est l'État du Levant à Gaza, il a conquis à travers le Hamas. Donc, Israël a la chance de s'être débarrassé d'une volonté d'endiguement chiite iranienne. Donc là, c'est la victoire totale. On a beau critiquer tout ce qu'on veut, etc. C'est victoire totale sur le Hamas et le Hezbollah.
et se ramène à la vitesse grand V, au chameau au galop, j'ai envie de dire, un régime islamiste radical à ses portes, au niveau du Golan. Donc pour Israël, c'est à la fois une libération parce qu'il a cassé le Hezbollah, donc c'est-à-dire la pompe d'amorçage de l'Iran qui donnait un danger au nord d'Israël. Il y a plus de 60 000 personnes des déplacées, donc c'était plus un État Israël, c'était un État de déplacés. Au sud, c'était le Gaza déplacé, au nord, c'était des déplacés. Donc, en ce sens-là, l'Iran avait presque gagné en cassant Israël dans sa légitimité régalienne. Donc, Israël a eu la chance, non pas la chance, a eu la chance et la volonté de pouvoir casser ça. Donc, il s'est libéré de ses contraintes, de cet endiguement. Et je dis, pauvre Israël, il termine un travail de liberté, de réparation, de volonté, et ça mène un régime catastrophique en Syrie. Vous Voilà. savez, ça me fait juste penser, parenthèse, à la première guerre du Liban qui s'était faite contre les terroristes palestiniens, qu'on a mis dehors et on a gagné le Hezbollah. Eh ben, vous avez entièrement raison. Et le problème, c'est qu'en fin de compte, je pense que l'histoire de la Palestine, c'est un prétexte. C'est l'os à ronger des pays arabes pour pouvoir essayer de reconquérir un territoire parce qu'ils sont obsédés, je pense, par le grand empire des Abbassides ou des Omeyyades, qui n'existera plus puisque maintenant il y a l'État-nation. Donc, c'est des choses qui, malheureusement, sont toujours présentes et servent de prétexte. Mais là où vous avez raison, c'est que en Syrie, vous avez un régime qui va arriver de manière radicale, et le problème, c'est qu'il peut faire tache d'huile. C'est une sorte de théorie de domino. Moi, le Liban, c'est catastrophique, donc je ne vois pas le Liban remonter facilement, surtout que le Hezbollah va se reconstituer d'une autre manière. Puis il y a l'Irak qui pourrait tomber, parce que n'oubliez pas que l'Irak est assez fragile, et c'est aussi une communauté. Alors il y a beaucoup de chiites, mais c'est une communauté. Et puis il y a la Jordanie, les frères Alors, musulmans. j'allais vous dire, on a déjà vu dans la presse des inquiétudes pour la couronne jordanienne dont Voilà. Israël a besoin en tant qu'allié régional. Oui, ben, le problème, c'est qu'en fin de compte, aux dernières élections, les frères musulmans sont arrivés numéro un. Donc, une alliance avec les Syriens, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Et donc, c'est le danger à venir, c'est une deuxième. Alors qu'il y avait un arc chiite d'endicment qui provenait de l'Iran contre Israël, et cette menace a été arrêtée, quoique la menace iranienne, elle est toujours là avec le nucléaire, on pourra en discuter parce que elle est toujours présente, c'est pas le sujet, c'est la Syrie, pardon, je fais du hors-sujet, Jérôme. Non, non, Mais mais elle est, j'y pensais, bien sûr. bon, c'est toujours présent. Faut pas, et j'ai envie de dire, Israël a cassé cette menace iranienne, l'arc chiite, arrive au galop une menace djihadiste sunnite qui risque d'être un nouveau problème pour Israël, pour sa sécurité au niveau de l'axe Syrie-Jordanie. Et c'est, je pense, l'une des futures menaces qui menace Israël, si je peux me permettre. Et après, si vous Alors, voulez qu'on parle de l'Iran, je veux bien parce que avec grand c'est hors plaisir. Alors, sujet. Ah, j'avais une pardon. question sur un autre grand acteur de la région dont on n'a pas encore parlé ce soir, c'est la Turquie, qui a aussi joué ses pions dans cette affaire. Et on se demande à quel jeu joue Erdogan dans cette reconstruction des cartes. Bah, le problème, c'est le traité de Sèvres en 1901 qui dit il faut un État au Kurdistan. Et en 1923, vous avez le traité de Lausanne dans lequel Atatürk dit ça sera la Turquie et rien que la Turquie. Après, les éléments périphériques comme l'Arménie, les Kurdes font partie éventuellement de la Turquie, mais ce sont des éléments périphériques. Nous, ce qu'on veut, c'est la Turquie de base, plus le Bosphore. Il y a la lutte pour le Bosphore. Et donc, la problématique de la Turquie, c'est qu'ils sont obsédés par les Kurdes. Et vous avez des Kurdes en Syrie du Nord. Donc, les pauvres Kurdes sont baladés entre Daesh ou Al-Nosra ou les rebelles djihadistes d'un côté et la Turquie qui appuie ces rebelles pour liquider les Kurdes qui représentent une menace. Donc, vous avez entièrement raison, Jérôme. Les Turcs ne sont pas très nets. Ils sont pas très nets parce que justement dans leurs déclarations, dans leur déclaration anti-Netanyahou, anti-israélienne, mais en plus ils sont pas très nets parce que on pense qu'ils ont un peu armé les rebelles de façon à pouvoir liquider les Kurdes au nord. Donc c'est leur obsession de liquidation fait que ils peuvent être des amis de ces fameux rebelles djihadistes. En Donc on plus, se retrouve, pardon. pardon, en plus, Erdogan,
c'est un peu les frères musulmans. C'est un peu le bras armé des frères musulmans. Donc, c'est plus la Turquie laïque d'Atatürk, hein. Ça a quand même un peu basculé dans les déclarations, dans les actes. Il n'y a qu'à voir comment il a transformé Sainte-Sophie de Constantinople. Ça, ce sont des actes réels. Donc, On je l'a vu à dis, de nombreuses reprises. voilà. Donc, je dis, et puis c'est la fuite en avant au niveau de l'Arménie, hein. Il y a eu quand même un génocide d'1 million en 1915. Donc, tous ces faits me font penser à ce que la Turquie représente euh, une nation ambiguë. Ambiguë parce qu'elle est dans le temps, ambiguë parce qu'elle accueille les bases d'Incirlik, les bases américaines, mais ambiguë parce que Erdogan a une politique étrangère agressive et pro-islamique. Et ça, c'est très gênant. Je pense qu'on arrivera à un moment où il pourra plus jouer sur les deux tableaux, à être dans Oui, l'OTAN, accueillir des Américains, oui. pousser les Kurdes dans le nord-est de la Syrie vers les bases américaines et faire ses déclarations anti-occidentales. Il y a un moment où ça risque d'être compliqué. Mais revenons sur la question iranienne. J'allais justement vous interroger là-dessus. L'affaiblissement du Hezbollah, la chute de Bachar el-Assad font penser que l'Iran aura tout intérêt à accélérer au plus vite son programme nucléaire pour se protéger contre des éventuelles attaques qui pourraient arriver très rapidement. Vous avez raison, Jérôme. J'ai envie de vous dire, c'est l'arroseur arrosé. L'Iran voulait endiguer Israël à travers ses provinces du Hezbollah, ses provinces du Levant, ses provinces au Yémen. Et en fin de compte, avec le déclenchement de la guerre, Gaza et euh, la lutte d'Israël, la lutte légitime d'Israël contre le Hamas et le Hezbollah, eh bien, ce château de cartes est cassé. Et maintenant, si en Syrie, vous avez un régime radical proche d'Al-Qaïda, on a beau dire qu'ils ont rompu, ils ont rompu comme moi je peux être Picard, quoi. C'est-à-dire que ce sont des mensonges. Ils sont toujours Al-Qaïda, ils sont toujours Daesh. Plus l'Afghanistan, je pense que l'Iran est en train de subir un endiguement sunnite radical. Et pour lutter contre ça, ils vont accélérer leur programme nucléaire. Je suis 10 000 fois, et c'est d'autant, 10 000 fois d'accord avec vous, Jérôme, et c'est d'autant plus grave que c'est un régime qui essaye de se sanctuariser pour justement éviter d'être attaqué de l'extérieur et de mettre leur légitimité en avant à travers la bombe nucléaire. Ça, c'est très grave pour 3 raisons. C'est grave pour Israël, parce que l'Iran a un objectif de détruire Israël. C'est grave pour le Moyen-Orient, pour l'équilibre. Et c'est grave pour les autres nations parce que si l'Iran a la bombe atomique, ça va faire une course aux armements. Bien Là, sûr, c'est la et là, porte on est ouverte. mal barré. Je peux vous le dire que c'est pas le moment avec tous les défis que l'on a, intelligence artificielle, climat, population, éducation, de se lancer dans des armes qui sont utiles, hein, mais qui sont d'un autre temps. Maintenant, il y a des choses qui sont encore plus graves que la bombe atomique. J'ai envie de dire. Alors, merci beaucoup. Dernière question, et là, on va sortir de l'analyse et peut-être partir un peu plus sur de la géopolitique fiction. Le monde va être bouleversé par l'arrivée au pouvoir le 20 janvier de Donald Trump. Certains s'imaginent déjà qu'il pourrait favoriser un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël et que ça pourrait redessiner encore une fois les cartes et les alliances de la région. Pronostic ou avis sur cette question? Ouais. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas Trump, c'est Israël qui, grâce à son courage et à ses actions, va redéfinir le Moyen-Orient. C'est pas l'Amérique. Je pense qu'on pense que toujours Trump est arrivé, c'est le Deus ex machina. Mais au départ, qui a cassé le Hezbollah? Qui a eu le courage de rentrer? Qui a eu le courage d'aller euh, casser la figure, passer ma expression, Jérôme, au Hamas? C'est Israël. Bien sûr, il y a de l'aide américaine, il y a de l'aide des Britanniques pour tout ce qui est drone envoyé par les Houthis. Je suis d'accord avec vous. Mais au départ, c'est parce qu'il y a eu cette attaque du 7 octobre qui a mis en péril Israël, qui a fait qu'il y a une surréaction et les cartes sont petit à petit redéfinies par Israël vis-à-vis du Liban, vis-à-vis. Alors la Syrie, c'est vrai que là, c'est une contradiction par rapport à mon raisonnement, mais il y a on redessine les cartes. Et l'Arabie Saoudite, je pense, grâce à Trump qui va arriver, c'est vrai, va signer, je pense, les accords d'Abraham, les accords d'Abraham. J'espère qu'un jour, pour Israël, il y aura les accords de Cyrus II avec l'Iran, avec un changement de régime. Trump, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut accélérer
les choses de façon à ce que ça soit plus rigoureux, plus, plus légal. Mais il ne faut pas oublier que Trump défend l'Amérique et ses intérêts. Et quel est l'intérêt de Trump sur le plan politique? C'est d'abord l'économie. Ce qu'il veut retrouver, ce sont des marchés en Arabie Saoudite, des marchés en Iran, parce qu'il y a 80 millions de personnes qui ont Bien besoin sûr. de tout. Donc, il ne faut pas se leurrer. S'il y a une carte qui est redessinée, grâce en partie aux actions de Sall et d'Israël, il ne faut pas oublier que Trump va, je ne dis pas rafler la mise, mais sera là pour défendre les intérêts américains et économiques. Il a promis à l'Amérique peu d'inflation, un PIB progressif. Il va falloir vendre parce que le marché intérieur s'étouffe un peu et l'Amérique est toujours aussi forte quand elle va à l'extérieur. Donc, il y a des cartes qui vont être redessinées, mais tout était en gestation grâce aux actions d'Israël, je pense. Je ne dis pas qu'il va rafler la mise, mais il va consolider. Voilà, il va consolider les choses qui allaient commencer à arriver. Seul problème, c'est le problème syrien. On ne sait pas comment ça va se passer parce que si c'est un problème d'islam radical avec la Jordanie, lié avec l'Afghanistan, ça risque d'être un grave problème parce que je vais finir là-dessus, Jérôme. Je suis heureux d'être à Tandem, donc j'ai tendance à être bavard. Avec Euh, plaisir, c'est un plaisir le, partagé, hein. le régime de HTC, tous les journalistes, pas tous les journalistes, tous les experts que j'entends à la télé française, c'est nationaliste, c'est pour la Syrie. Non, non, c'est l'islam radical, ils veulent faire un califat. Ça va revenir à la Alors, vitesse grand V. je C'est de la partage, naïveté de croire que c'est du nationalisme. Je n'y crois pas une seconde, Jérôme. je partage votre analyse, mais c'est vrai que beaucoup sont poussés par la joie de voir le départ de Bachar el-Assad, le boucher de Damas, et ont tendance à être encore un peu trop sur leur nuage. Et je pense que la réalité va vite leur claquer quand ils verront ce qui va se passer sur le terrain. En tout cas, Hervé Ganat, c'était un grand plaisir d'être avec vous sur Tandem TV pour vos analyses passionnantes, expert en géopolitique, et j'espère qu'on en aura très vite l'occasion de se retrouver sur Tandem TV. À votre disposition, il y a deux sujets qui vont arriver. Le bombardement, je pense, des installations nucléaires iraniennes et la mort de Khamenei. Vous pourrez me rappeler quand vous voudrez si vous le souhaitez. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Très bonne soirée. Merci, Jérôme. À bientôt. Merci. Merci.